Bonjour et merci beaucoup Olivier pour votre invitation. Je suis très heureux de parler aujourd'hui parce que je pense que c'est très important. Je remercie les organisateurs d'avoir ce dialogue entre l'État, entre les laboratoires et entre universitaires. Il va falloir avoir ce dialogue pour simplement pouvoir profiter de toutes les promesses de la santé aujourd'hui avec les nouvelles découvertes. L'ARN messager est un exemple, mais évidemment il y a l'intelligence artificielle, il y a la génétique, il y a toutes ces choses-là. Et aussi une possible réduction des inégalités. Je pense aux déserts médicaux, aux maladies orphelines, aux pays pauvres. Ceci dit, il y a aussi énormément de défis économiques et sociétaux. D'une part, on a le vieillissement de la population, d'autre part, on a des thérapies de plus en plus ciblées qui vont coûter extrêmement cher. Tout ça, ce sont en fait de très bonnes nouvelles, mais c'est aussi une source de défis importants. Et donc, dans tous les pays, il va falloir chercher des moyens de réduire les inefficacités dans un environnement réglementaire qui est quand même très compliqué. Continuer à innover tout en gardant l'accès, l'équipe financière et l'accès aux soins. Et enfin, bien négocier le tournant numérique de l'intelligence artificielle, de la génétique, et je reviendrai là-dessus. Alors, pourquoi un économiste s'intéresse au sujet? Bon, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, ça me semble complètement évident. Nous sommes tous responsables de l'organisation du système de santé, et nous avons tous notre jeu d'acteurs, nous avons tous nos problèmes d'agence. C'est vrai au niveau des assureurs, donc en France, beaucoup l'État, mais aussi les assurances privées. Dans d'autres pays, les organismes de gestion intégrée des soins de santé. Les fournisseurs de soins au sens large, ça va des hôpitaux aux médecins, aux laboratoires pharmaceutiques, aux pharmaciens, enfin tout l'écosystème de santé. Et évidemment, nous-mêmes, en tant que patients, nous avons aussi nos responsabilités, à la fois parce que nous exerçons des externalités, pour utiliser le jargon de l'économie. Par exemple, quand on ne se vaccine pas assez, on consomme trop d'antibiotiques, mais aussi des internalités, c'est-à-dire quand on ne défend pas forcément les meilleurs intérêts pour soi-même, dans son propre intérêt. Donc on a tous ces problèmes extrêmement compliqués, et cette interaction entre jeux d'acteurs, compliquée effectivement par le fait qu'il y a souvent un manque de vision globale et de gestion intégrée, ça on y reviendra dans certaines tables rondes, avec différentes prérogatives et des budgets étanches. Donc, vous connaissez évidemment tous le problème de la médecine ambulatoire et des hôpitaux, l'engorgement des urgences. Vous connaissez tous les faibles incitations à la prévention, donc on reporte sur les soins curatifs. Enfin, ce sont des choses tout à fait classiques, mais c'est des problèmes fondamentalement économiques sur lesquels il faut travailler. Je serai bref, je dois dire quand même quelques mots sur le défi industriel de la santé, qui est très important. Alors, dans le monde de la tech, vous savez qu'il y a quand même quelque chose d'assez catastrophique. Vous regardez les grandes entreprises tech au monde, c'est-à-dire les 20 plus grosses, il y en a 11 américaines et 9 chinoises, personne en Europe. C'est vraiment catastrophique à la fois pour l'innovation, pour la création de nouveaux emplois, etc. Alors, en santé, c'est un petit peu mieux. Vous regardez les laboratoires. Sur les 15 plus grandes entreprises de biotechnologie et pharmaceutique, vous en avez 8 aux États-Unis et 7 en Europe. Enfin, Europe assez large, donc c'est pas si mal que ça. Ceci dit, il y a quand même un défi, celui du passage à une approche de masse, d'une approche de masse à une approche plus individualisée. Et puis l'entrée des géants américains et chinois de la technologie qui ont les données connectées à partir des objets connectés à partir de données génétiques, etc. Et qui sont extrêmement forts en intelligence artificielle et qui ont des réserves financières absolument infinies. Donc face à ça, est-ce que le paysage dans 10 ans ou de 20 ans sera toujours le même? Je n'en sais rien. Je l'espère, mais ce n'est pas garanti. Et l'Europe, parce que je vais parler de l'Europe, parce que la France est un petit pays, les choses devraient se passer plus au niveau européen, fait face à un défi multiple, à des défis multiples. D'abord, celui que je connais le mieux, évidemment, c'est le défi universitaire et le retard qu'on a pris en France, mais plus généralement en Europe, dans le milieu universitaire. Donc on est vraiment en retard sur ces choses-là, ce qui se traduit après par une déficience de start-up, des start-up qui partent aux États-Unis le jour où elles réussissent.
On a un défi européen d'organisation, de travailler ensemble. Ça se traduit au niveau du financement, ça se traduit au niveau des autorisations de mise sur le marché, ça se traduit sur beaucoup de choses. Donc, comme dans d'autres domaines, on n'a pas assez d'Europe, il faut beaucoup plus d'Europe si on veut pouvoir exister face à la Chine, face aux États-Unis. Et on n'en est pas là. Donc là, il y a un défi qui nous dépasse tous, évidemment, mais qui est gigantesque. Et puis, un exemple aussi, c'est que sur le financement, on a besoin non pas d'État classique, mais on a besoin, par contre, que l'État mette beaucoup d'argent dans des technologies de rupture. Ce que la Corée a fait, ce que fait les États-Unis avec DARPA et beaucoup d'autres choses, et BARDA, bien sûr. Et ça, en Europe, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord, mais aussi on ne comprend pas le problème de la gouvernance de ces organisations. Elles marchent précisément parce qu'elles ont une gouvernance. Donc, si vous êtes intéressé, vous regardez mon rapport avec Olivier Blanchard sur les défis de l'avenir. Là, dans le cas particulier, c'était sur le climat, mais on peut faire exactement les mêmes remarques sur la santé. Donc, avec un organisme qui finance des recherches qui vont mener à une rupture, donc avec beaucoup de risques et beaucoup de gouvernance à la clé. Et si on n'adopte pas, malheureusement on ne l'a pas fait pour le Conseil européen d'innovation, il faut vraiment changer notre méthode de travailler. Alors, sur l'avenir de la santé, quelques mots pour conclure. Bon, évidemment, la santé, c'est essentiellement quelque chose de technologique, mais il y a aussi évidemment tout le côté sociétal, à la fois l'économie et les sciences sociales et humaines. Sur lesquels, évidemment, à la Toulouse School of Economics, nous travaillons beaucoup. Alors, pas seulement en économie, puisque depuis 11 ans, on a un centre d'études avancées avec des psychologues, des sociologues, des politologues, des anthropologues, etc., qui nous donnent effectivement, dans notre bâtiment, une vision beaucoup plus large des sciences humaines et sociales. Alors, il faut savoir que l'économie de la santé s'est développée très, très rapidement aux États-Unis. Et d'ailleurs, je remercie nos collègues américains et autres plus généralement les universités anglo-saxonnes, qui nous font l'amitié de présenter certains de leurs travaux cet après-midi à la conférence académique. Et malheureusement, on compte très peu d'économistes de la santé en France et en Europe plus généralement. Donc il y a vraiment un enjeu à développer ce type de recherche en Europe et en France et à faire émerger une nouvelle génération d'économistes de la santé. Donc, une de nos tâches à TSE, ça va être effectivement de familiariser nos étudiants et nos doctorants à des problématiques passionnantes, parce qu'elles sont absolument passionnantes aussi intellectuellement, de la santé. Alors, on le fait de plus en plus, en partie sous l'impulsion de Pierre Dubois, qui est ici aujourd'hui. TSE est une des institutions en Europe qui se mobilise sur ces problématiques. C'est un centre de recherche, comme vous le savez, international, qui a environ 150 chercheurs, 2500 étudiants. C'est le premier département d'économie d'Europe continentale, le troisième en Europe. C'est en particulier sur les bourses européennes de la recherche, les grandes bourses destinées aux meilleurs chercheurs. Et depuis à peu près 10 ans, même plus, les économistes toulousains étudient des sujets très divers, l'organisation du système de soins, le financement de l'innovation, la prise en charge de la dépendance, le développement d'une alimentation durable et évidemment la réglementation du secteur pharmaceutique. Donc notre ambition, c'est d'aller plus loin, de développer comme on l'a fait dans d'autres domaines d'économie industrielle, je pense en particulier au digital, mais beaucoup d'autres domaines également, c'est de développer un réseau international de recherche. Et quand je dis de recherche, c'est de la recherche, c'est-à-dire que notre ambition, c'est de publier nos recherches dans les grandes revues internationales à comité de lecture. C'est ça qui valide la qualité de nos travaux et qui aussi valide notre indépendance. Donc c'est tout à fait crucial. Donc personnellement, je me réjouis beaucoup de faire partie de cette aventure intellectuelle, parce que c'est une aventure intellectuelle pour nous, et puis de pouvoir vous écouter aujourd'hui, d'apprendre de vous. Je suis tout à fait convaincu que l'interaction de nos équipes de chercheurs avec les experts du secteur, c'est-à-dire des laboratoires pharmaceutiques aux start-up, en passant par les professeurs de CHU, les représentants du ministère et de la filière, vont nous aider à progresser énormément sur ces sujets. Donc,
L'idée, c'est vraiment de créer un débat intellectuel autour de ces sujets et les amener sur le plan politique, évidemment, où là, ça sort complètement de notre domaine. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis surtout, j'attends avec impatience les débats d'aujourd'hui. Merci beaucoup.